Et le problème qui me préoccupe actuellement, c'est la suite d'un problème qui me préoccupe depuis des années. Moi, je suis passionné de psychanalyse, mais d'une psychanalyse qui marche. C'est-à-dire que je pense que différencier la psychanalyse et la psychothérapie est une erreur. Je défie d'ailleurs quelqu'un de trouver chez Freud l'idée que la psychanalyse n'est pas une psychothérapie. La seule distinction qu'il fait, c'est entre psychanalyse et psychologie et psychothérapie médicale. Médicale, c'est-à-dire fondée sur la suggestion, t'en fais pas mon petit vieux, tu vas voir, ça va aller mieux, etc. Et moi, je pense qu'on se tire une balle dans le genou et dans le pied si on ne dit pas que la psychanalyse est d'abord fondamentalement faite pour soigner les souffrances humaines. Alors ça, c'est ce qui me passionne. Alors une fois qu'on a dit ça, il y a des choses qui marchent plutôt bien, et par contre, il y a des choses sur lesquelles, on va dire même toutes les grandes œuvres post-freudiennes ont été consacrées, que ce soit Lacan, que ce soit Green, que ce soit Bion, Winnicott, les Barangers de l'autre côté de l'Atlantique, Heinz Kohut, enfin tous ces gens-là, butent sur une question qui est tout à fait importante, c'est les pathologies du narcissisme. Et en particulier les pathologies du narcissisme qui ont des effets, parce qu'on a tous des pathologies du narcissisme, mais celles qui ont des effets sur le sentiment identitaire. Il y a des sujets qui ne se sentent pas. Un vieux monsieur qui vient me voir, il a fait, je sais pas, 40 ans de psychanalyse avant. Il découvre, alors c'est un type plus génial, il a inventé des tas de choses, il a fait fortune avec une boîte, il l'a vendue, et là il se dit, je vais aller me promener en Italie, j'adore l'Italie, et je vais prendre des cours d'italien. Et là il découvre que le symptôme pour lequel il a consulté 60 ans avant, pratiquement, est indemne. Il est effondré. Alors, il a lu beaucoup de psychanalyse, et puis c'est un symptôme scolaire. Et il cherche les professeurs. Le professeur Roussillon, il lit mes livres, il vient me voir. Et alors là, je me trouve, alors ça c'est une situation tout à fait marrante, je me trouve en face de monsieur qui, alors, il est très très agité, il bouge, il bouge, il bouge, il bouge. C'est vrai, puis alors il me raconte des tas de trucs, de ses inventions, comment il a fait de la récup, les tauronnaires, je ne comprends pas grand-chose, je me dis, mais qu'est-ce que je peux bien faire pour ce monsieur-là? Et puis d'un seul coup, il s'arrête et il me dit, je suis hors sujet. Alors il veut dire simplement que ce qu'il me dit, ce n'est pas ce qu'il devrait me dire, mais moi je l'entends tout à fait autrement. Je l'entends comme étant l'essentiel de ce qu'il est venu me dire. Alors je l'ai pris à l'essai, et alors bien sûr, ce qu'on a découvert, alors que voilà, c'est celle-là où la suite est intéressante. On a découvert des séquelles d'autisme infantile. Et à partir de ça, moi je me suis mis à travailler sur comment se construit au fond la fonction sujet. Et puis je me suis avisé qu'il y avait un concept qui englobait tout, c'était l'infantile. Et alors l'infantile, ça couvre 0 à 5-6 ans. Il ne faut pas avoir eu d'enfant pour savoir qu'entre un fonctionnement d'enfant à 0 ou 1 an ou 6 mois, etc., et 5-6 ans, ça n'a absolument rien à voir. Donc, bon, par ailleurs, on ne peut pas faire un concept pour 0-3 mois, 3 mois, 6 mois, etc. Donc, il fallait trouver quelque chose. Et alors, j'ai trouvé dans les neurosciences quelque chose qui m'intéressait, et d'autant plus intéressé que je trouvais que c'était aussi potentiellement une idée qui était venue à Freud, qu'il avait effleurée. C'est l'idée qu'il y a au moins une césure dans la modalité d'enregistrement de l'expérience. Je vais en parler dans ma conférence de tout à l'heure. Et qu'avant 2 ans, les expériences vécues sont enregistrées sur un mode sans sujet ni objet,
Alors, les neurosciences disent procédurales, on pourrait dire processuelles si on utilise un langage psychanalytique. Alors, à partir de ça, je me suis dit, ben voilà, on a de césure. C'est pas la peine de multiplier à l'infini, mais de montrer qu'on a un premier processus, quel processus archaïque, qui doit arriver à produire une fonction sujet grâce à laquelle ensuite vont pouvoir se développer tous les grands classiques de l'infantile, la différence des sexes, la différence des générations, etc. Mais pour qu'il y ait la question de la différence des sexes, des générations, etc., pour qu'elle puisse se poser, il faut qu'il y ait un sujet qui se pose une question sur un autre sujet. Cet autre sujet, il est masculin ou féminin? Parent ou enfant? Quel type de plaisir il a? Voilà. Mais il faut qu'il y ait un sujet. Or, avant mettons 2 ans et les poussières, il n'y a pas de fonction sujet. Il y a un sentiment d'être, mais le sentiment d'être, ce n'est pas la fonction d'être sujet de quelque chose, sujet de sa vie en particulier. Voilà. Donc j'ai travaillé ça et j'ai essayé de rendre compte de ce qui pouvait arriver à permettre de comprendre toutes les données qui permettent de penser ce processus archaïque avec son enjeu final qui serait de devenir sujet. Et puis alors bien sûr, à ce moment-là, je reviens à mon vieux monsieur, et qu'est-ce qui a échoué? Qu'est-ce qui fait qu'il n'a pas pu être sujet de sa vie? Et on va passer quand même, j'ai suivi plus d'une dizaine d'années avec jusqu'à 4 séances par semaine. Alors je n'ai pas pris allongé, je les prends face à face parce qu'il avait une telle gestuelle que j'ai pensé qu'il fallait aussi que mon corps parle. Donc il fallait que je dise avec mon corps ce que je disais avec les mots. Et alors au bout de 3 mois, il me dit ah, c'est extraordinaire, ici ça marche, mais ça marche. Je n'avais pas dit des merveilles, simplement j'avais parlé avec mon corps, c'est-à-dire je dis oh bon, oh là là, ouh, hein, avec des mimiques, des gestuels, sans en faire trop, c'est pas caricatural, mais en tout cas le corps parle. Et le corps lui a parlé. Et c'est comme ça que petit à petit j'ai essayé d'aller le chercher dans son bunker autiste dans lequel il s'était réfugié. Voilà, alors donc, penser ça et arriver à penser quels sont les opérateurs du processus archaïque qui vont rendre possible l'émergence de cette fonction sujet. Et puis bien sûr aussi, quel est le devenir quand ça échoue? Où est-ce que ça passe? Alors là, il y a eu quelque chose d'autre qui a été intéressant. C'est je me suis dit, bon, qu'est-ce qui nous a légué Freud à propos de ça? Manifestement, sur l'archaïque, alors il y a le magnifique travail d'Anzieux qui s'appelle l'auto-analyse, dans lequel il parle de l'interprétation des rêves et il montre au fond comment Freud progressivement découvre les grandes caractéristiques, on va dire, de l'infantile. Je me suis dit, un homme comme Freud, puis là, d'un seul coup, je pense qu'il a écrit Totem et Tabou. Je me suis dit, mais Totem et Tabou, l'enjeu de Totem et Tabou, c'est quelle est l'origine de l'origine, c'est-à-dire, c'est bien beau la scène primitive, la castration, la séduction, mais ça vient d'où? Et donc, quelle est l'origine de ce qui est originaire, comme dit Pierre Avalanier? Et alors, bien sûr, effectivement, à partir de ce moment-là, on va commencer à penser à la préhistoire. Alors, Freud le traite en termes de la préhistoire de l'humanité. Je me suis dit, oui, mais c'est aussi la préhistoire de chacune des vies. Et j'ai continué en me disant, mais alors, Freud va donc continuer son auto-analyse, mais il ne va pas la continuer à partir du rêve, un petit peu, mais pas beaucoup. Il va la continuer à partir
des écrits sur le socius. Totem et tabou, c'est la préhistoire sociale. Alors j'ai poursuivi le processus. Et j'ai essayé de comprendre le processus de théorisation de Freud avec Totem et tabou, vue d'ensemble sur les neurotransferts, psychologie des masses et analyse du moi, l'avenir d'une illusion, malaise dans la civilisation et tout ça. Et je suis arrivé à fonder l'hypothèse suivante, c'est que ce qui n'a pas été intégré de l'archaïque va se transférer dans le socius. Ouais, c'est quand même quelque chose qui marche assez bien quand on pense au terrorisme, quand on pense à toute une série de problèmes auxquels notre civilisation est confrontée. Et on voit assez bien qu'effectivement, il y a quelque chose, bah, le Hamas, ces massacres-là, c'est sans sujet ni objet. L'autre n'est pas reconnu comme un sujet, tels qu'ils sont traités. Et eux-mêmes sont-ils sujets. Ça, on a aussi travaillé ça avec Magali Ravi quand on a travaillé sur les criminels en Syrie. Et alors, ça c'est aussi quelque chose d'assez particulier, parce qu'il n'y avait pas beaucoup de travaux sur les criminels en Syrie du point de vue des psychanalystes. Sauf que nous, on a travaillé en prison avec les patients, enfin les criminels en question, et avec des psychothérapies suivies et longues. Et alors, qu'est-ce qu'on a découvert? On a découvert des choses. Alors, bien sûr, au début, c'est très difficile parce que c'est, je pense à un patient, il a tué quelqu'un à coup de poing, comme ça, il l'a massacré à coup de poing jusqu'à ce qu'il meure. Bon, ça fait un peu froid dans le dos. Hein, bon. Et puis il y en a d'autres. Bon, alors on a essayé de comprendre qu'est-ce qui se passait. Et on s'est aperçu, alors on va revenir à mes hypothèses, qu'à un moment donné, il y a quelque chose d'un trauma de la toute première enfance qui n'a pas du tout été intégré et qui fait un retour hallucinatoire, qui menace de désorganiser complètement la psyché, qui menace d'éclatement, d'explosion, etc. Insupportable. Alors ça m'a conduit, ça nous a conduit dans notre recherche à faire l'hypothèse que pour faire cesser cet envahissement hallucinatoire, il fallait une butée, commettre un acte. Donc ce n'est pas du tout des actes, c'est une décharge, ce n'est pas du tout des décharges, ce sont des butées. Alors ça change quand même beaucoup de choses. Alors on voit comment progressivement il y a toute une modification des postulats implicites de la pratique. À tel point que j'ai fini par proposer une hypothèse qui est de dire, mais vous savez, le contre-transfert dont on nous rebat les oreilles en long, en large et en travers, on ne peut pas le penser indépendamment des théorisations que l'on se fait de ce qui se passe dans la tête du patient. Et si les théorisations sont plutôt bonnes, ou suffisamment bonnes, ça marche. Si elles sont erronées, par exemple, il y a une pulsion destructrice, c'est la destructivité, il n'y a plus d'écart entre la pulsion et l'effet de la pulsion, il n'y a plus de dimension inconsciente, il n'y a plus d'espace de travail. Bon, c'est fou. J'avais aussi beaucoup travaillé avec Maurice Berger. Alors lui, il a une particularité, c'est que son service de pédopsie accueillait fondamentalement les gens dont on ne voulait plus nulle part. Les enfants vraiment qui étaient impossibles. Il avait fait une institution, des institutions, trois, ils atterrissaient chez lui. Et puis un beau jour, donc moi je travaillais avec lui parce que j'avais accompagné tout son travail sur les thérapies familiales. Et puis il me dit, ben, René, écoute, on a un problème, là on a un gamin, il casse tout. Alors, la chef de clinique veut l'attacher sur son lit, et on discute, on dit, ça fait pas beaucoup soin, ça fait pas soin. Alors, donc, je reçois toute l'équipe, et on passe 2 heures à travailler pour essayer d'inventer quelque chose. Je ne peux pas ne pas entendre aussi le besoin de l'équipe
de l'immobiliser d'une manière ou d'une autre. Et il faut que j'arrive à trouver une manière de l'immobiliser qui fasse soin. Et alors, c'est une époque aussi où De Lyon a beaucoup d'ennuis avec les packages et tout ça. Donc on se dit qu'on ne peut pas faire de package. Mais on va s'en inspirer quand même. Donc ce qu'on met au point, c'est la possibilité que l'enfant, parce que de toute façon il n'y a pas moyen de travailler autrement avec lui, soit enserré, pas avec du chaud, du froid, etc., mais simplement une espèce de contention. Puis on se dit, mais ce qu'on va faire, c'est qu'on va allonger un psychologue à côté de lui, enlever, enserré aussi, et capable de formuler ce qu'il sent et ce qu'il ressent. Et alors, en même temps, il y a deux psys qui sont là, donc le patient plus l'autre qui est allongé. Et alors là, d'un seul coup, qu'est-ce qu'on découvre? Eh bien, on découvre la fameuse destructivité de ce gamin. Alors, c'est un gamin, mais enfin, il est déjà costaud, et il prend une pièce comme celle-là, elle est dévastée en quelques minutes. Hein, c'est vraiment, il est intenable. Pourquoi est-ce qu'il fait ça? Pourquoi est-ce qu'il casse tout? Alors, on va voir, on va être obligé de faire une hypothèse, c'est qu'il casse tout parce qu'il faut qu'il se protège d'exploser lui-même, de tout casser lui-même. Donc ce qu'il y a derrière la destructivité, c'est pas de la destruction, hein, c'est un processus pour essayer d'éviter l'explosion interne. Alors on a travaillé avec ces hypothèses-là. Ce gamin a une évolution intéressante. Donc il y avait 2 ou 3 séances comme ça par semaine. Et puis au bout d'un certain temps, quand il sentait monter, lui, l'angoisse, il demandait lui-même à ce qu'il y ait une séance. Et alors, on a une séance, et puis alors moi je supervisais tous ces travaux-là. Et puis au bout de 6 mois, il n'y a plus eu besoin de ça. Et Berger a pu en prendre un traitement plus classique, ce qu'il appelle une forme de squiggle. C'est un dispositif intéressant à travailler avec les ados et les pré-ados. C'est un style. Dans le squiggle de Winnicott, on fait un dessin, l'autre le transforme, on fait un dessin, on transforme, etc. Avec le squiggle narratif, on pourrait dire comme ça, c'est avec. Alors, il était une fois une princesse. Oui, mais elle était enfermée dans un donjon. Oui, mais c'était très difficile pour elle, elle regardait tout le temps par la fenêtre pour s'évader. Oui, mais il y avait un beau jeune homme qui était. Et on raconte une histoire comme ça. Et on travaille avec cette modalité-là, qui est une modalité très très opératoire avec les pré-ados. Voilà, alors voilà, donc là, on trouve un autre aspect de ce quoi. Donc ma première question, c'était arriver à un modèle de l'archaïque. Arriver à penser comment on pouvait travailler ça. Pour faire émerger une fonction sujet quand elle n'a pas émergé. Et avec quel dispositif? Et éventuellement, alors ça c'est aussi assez nouveau, avec tout un langage corporel. Donc on ne se contente pas simplement, on ne se paye pas de mots, mais on a des variations de voix, des variations de mouvements corporels, etc. C'est-à-dire qu'on commence à arriver avec l'idée que l'interaction est messagère, que le corps est messager, que la voix est messagère, et pas simplement dans les mots, mais dans les variations, dans la tonalité, dans la prosodie, dans le grain de voix, dans le timbre de voix, dans l'intensité de la voix, on communique quelque chose qui est du message, qui est du message. C'est pas de l'excitation, c'est pas à penser en termes économiques, c'est à penser en termes de message transmis à l'autre.
Donc on est arrivé là à quelque chose qui était le travail avec les dispositifs. Alors il se trouve que je travaille aussi avec une pédopsie qui s'appelle Marion Thévenet, qui est absolument géniale, qui a une inventivité extraordinaire de dispositifs, qui s'occupait d'enfants autistes. Et je m'étais occupé, moi, d'accompagner la thèse de Marie-Aimée Aïs-Guméry sur les poissons du postpartum. Alors c'était Lebovici qui me l'avait envoyé, parce qu'elle quittait Paris pour venir travailler à Grenoble. Et les Beaux lui avait dit allez voir Roussillon pour poursuivre votre thèse. Alors on se retrouve avec le protocole qui a été créé par le Beau. C'est très très intéressant, seulement ça nous pose un problème clinique majeur. C'est qu'on voit les bébés se détériorer, parce que normalement on filme, mais on ne touche pas. Alors, on est bien embêté parce qu'on ne va pas changer tout le protocole, ça fout en l'air toute la recherche. Il faut trouver une adjonction de plus. Et alors, ce qu'on a pensé, c'était que peut-être on pouvait remontrer à la mère le film qui a été fait sur, par exemple, le bain du 3e jour, ou un épisode de la vie du nourrisson, et puis attirer l'attention de la mère aux signaux que le nourrisson lui envoie. Avec des mères qui sont dans des vrais postpartum, hein, c'est pas du baby blues, hein, du postpartum. Et alors dans ce postpartum-là, Marie est particulièrement douée, mais elle était là en disant oh là là, vous regardez. Oh mais regardez, on a l'impression qu'il vous appelle. Mais si, regardez. Et on a appris aux mères à commencer à repérer les messages de leur bébé. Et notre surprise, mais alors vraiment, parce que ça on s'y attendait absolument pas, c'est que les dépressions du postpartum se sont considérablement améliorées. Ce qui nous ramène à une autre hypothèse, c'est qu'effectivement, peut-être que les dépressions du postpartum, c'est lié au sentiment de la mère d'une incapacité de rentrer en communication et en contact avec son bébé. Alors voilà, donc c'est ce dispositif-là, dont j'ai dit que peut-être que ça marchait aussi avec l'autisme. Alors Marion Thévenet faisait des psychothérapies d'autistes à l'ITAC à Lyon. Tu connais peut-être l'ITAC. C'est Jacques Hockman qui a créé tout ça. Enfin, c'est une institution glorieuse. Et puis ensuite, tout ça est filmé et on montre aux parents la séance. Et avec le même principe. Alors les parents découvrent des choses sur leurs enfants qu'ils ne découvrent absolument pas. Alors du coup, ça les interroge. Du coup, alors on n'est pas du tout, les parents sont responsables, ils sont coupables, on n'est pas du tout dans ces systèmes-là, ça ne nous intéresse pas. C'est comment est-ce qu'on interprète ce qui se passe et quel sens on lui donne et comment on réagit à ce moment-là. Alors on a mis ça au point. Et puis ensuite, on s'est retrouvé avec des ados. Alors des ados là en service psychiatrique, des ados qui sont hospitalisés pendant une semaine. C'est-à-dire qu'on a une semaine pour essayer de faire en sorte qu'il se passe quelque chose de significatif pour eux. Alors on avait déjà inventé avec un autre chercheur qui est à Nicolas Liem, qui est à Genève, on avait déjà ensemble travaillé l'idée qu'il fallait peut-être permettre aux adolescents de faire des montages sur ce qu'ils étaient eux-mêmes. La Selbstdarstellung, la présentation de soi. Hein. Selbstdarstellung, c'est la version freudienne. On s'est dit, c'est intéressant parce que ça marchait bien. On s'est dit qu'on allait utiliser ça en hôpital psychiatrique au Villatier. Et puis, moi j'avais en tête ce qui s'appelle
comment ça s'appelle, le portrait chinois. Et si c'était ceci, qu'est-ce que ça serait? Si c'était cela, si c'était une fleur, qu'est-ce que ça serait? Et on s'est mis à construire des portraits chinois. Ouais, il faut quand même, on a une semaine, bon, on peut peut-être faire des entretiens, etc., mais il faut essayer d'arriver très très vite à toucher une fibre sensible et importante pour mobiliser quelque chose, hein, parce que c'est ça l'enjeu, c'est de remobiliser quelque chose. Et on a donc inventé des portraits chinois, mais alors des portraits chinois, c'est... alors, et si c'était une maladie? Réponse, ce sera un cancer. À propos de lui-même. Hein. Bon, et après, toc, avec les parents. On leur montre les résultats du portrait chinois et on discute avec eux. Comment vous comprenez qu'il vous a dit ça? Et là, on fait un travail sur quelque chose que moi j'avais expérimenté quand je travaillais au Maguette, c'est-à-dire travailler avec les parents, parce que je n'avais pas le droit de recevoir des enfants, je travaillais dans un hôpital de jour d'adultes, on n'a pas le droit d'avoir des enfants, par contre, avec le nom que j'avais des demandes. Et des gens qui tenaient à ce que ce soit moi qui sorte dans l'équipe. Alors moi, je ne pouvais pas les envoyer promener, ces gens. Je leur disais, écoutez, oh là là, pas facile votre enfant, hein, oh là là. Écoutez, ce que je vous propose, c'est qu'on réfléchisse ensemble pour essayer de comprendre un peu mieux comment on peut l'aider. Et je travaillais sur l'interprétation que les parents faisaient du comportement de leur enfant. Très prudemment, je dis, vous le connaissez mieux que moi. Hein, mais alors, moi, je vais vous dire une idée que j'ai eue comme ça. Et je proposais une idée différente. Et on travaillait sur l'interprétation. Et en travaillant sur l'interprétation, on s'apercevait que les parents commençaient à interpréter autrement le comportement de leur enfant. Bon. Alors, pour ça, c'est quand même tout à fait important. Je disais tout à l'heure, le groupe transfert, il dépend de la représentation qu'on se fait de ce qui se passe chez l'autre, oui, c'est ça l'interprétation. Et l'interprétation, si la représentation de ce qui se passe chez l'autre est négative, si la représentation de ce qui se passe chez l'autre est quelque chose que sans arrêt qui conduit à la dépréciation, à de la pathologie, etc., on crée une impasse au niveau relationnel. Voilà, on va travailler ça. Et puis alors, dernier point, et puis je m'arrêterai peut-être après là-dessus, c'est bon, encore 2-3 minutes, hein, voilà. De la dernière, parce que donc on s'est bien travaillé sur, à l'heure actuelle, le problème majeur de toute une partie des, des centres de soins, c'est l'embouteillage. Donc, quand je travaillais au Maguette, je pouvais voir des patients 2 fois par semaine. Enfin, j'avais 30 ans, c'était il y a 40 ans. Pas de problème. Maintenant, c'est fini, ça. Maintenant, c'est fini. On voit un patient, on le voit 3 mois plus tard. Donc, il faut arriver à trouver des systèmes qui font en sorte que la consultation soit un traitement en elle-même et au moins un truc sur une seule consultation. Et donc, voilà, donc travailler, inventer des dispositifs. À l'hôpital, c'est pareil. Les ados, ils arrivaient, ils avaient une semaine, pas plus. Il fallait qu'en une semaine, quelque chose soit mobilisé. Et donc, on a travaillé. Et alors après, donc, de fil en aiguille, on s'est mis à travailler sur un autre problème, qui est un problème important des hôpitaux psychiatriques, c'est les maladies corporelles des patients psychiatriques. Le mal de dos, des trucs dont personne ne s'occupe. Ou pas spécifiquement, quoi, en tout cas. Et alors, on a monté un système fondé sur la localisation. Freud a une hypothèse en 1920 à propos des névroses de guerre, et il dit, mais vous savez, quand il y a une blessure corporelle localisée,
il y a l'évitement d'une névrose traumatique. Je me suis dit, on va le tester, ça vaut le coup d'essayer. Et alors donc, on va travailler sur les localisations. Donc, on a travaillé avec, par exemple, des figures du corps, en demandant aux patients, au début, hein, localiser où est-ce que ça fait mal. Alors, donc, ils le mettent sur le dessin. Et puis après, on fait une deuxième localisation, verbale. Et alors, dites-moi, on propose toute une batterie de noms, de mots. Essayez de repérer quels sont les mots qui conviennent le mieux à la souffrance que vous avez. Deuxième localisation. Et puis troisième localisation. Et alors, essayons de cerner le moment le plus précis où ça a démarré. Qu'est-ce qui s'est passé, etc. Et on travaillait là-dessus. Avec une double écoute, une écoute médicale et une écoute d'orientation psychanalytique. Et alors, surprise. Mais une fois qu'on avait fait passer tout ça, on reprenait la localisation, etc. Et on regardait ce qu'elle avait évolué. Parce qu'il y a toujours un souci d'évaluation. Quand j'ai dit depuis le départ, moi, faire de la psychanalyse pour faire de la psychanalyse, si ça ne soigne pas, ça ne m'intéresse pas. Je pense qu'il faut des systèmes d'évaluation du travail qu'on fait. Il y a des tas de choses qui sont pensées en psychanalyse, oui, pourquoi pas. Quelle est l'efficacité? Est-ce que ça marche? Alors, on a inventé le concept d'anti-analyse. Il y a des tas de trucs qui, réaction thérapeutique négative, on a des tas de trucs comme ça qui disent simplement c'est une pathologie particulière qui est consacrée au fait que ça fait échouer le traitement. On est bien avancé. Et alors moi, je déconstruis ça en me disant non, c'est pas comme ça qu'il faut fonctionner. Et alors donc, on a un dispositif d'évaluation. Il faut dire qu'à l'université aussi, j'avais essayé de développer avec Anne Brun en particulier l'idée qu'on ne pouvait pas ne pas évaluer parce que je travaillais aussi à la commission scientifique du Vinati. Commission scientifique du Vinati, c'est des tas de protocoles de soins qui seront répétés comme ça. J'avais proposé de dire, oui, d'accord, très bien. Qu'est-ce que ça produit? Est-ce que ça marche? Et alors, j'ai proposé des recherches sur les protocoles de soins. Alors, des protocoles de soins qu'on répète depuis des années, qu'on transmet d'infirmier à infirmier, de nouveaux arrivants, etc. Puis, qu'est-ce qu'on regarde? Par exemple, à propos de l'anorexie. C'est sidérant. Il y a une clinique à côté de Lyon, dans Lyon, partie de Lyon, qui travaille avec que des. Alors, c'est pas de visite, donc on n'a pas pris tant de kilos, tant de grammes, c'est toute une série de choses comme ça. Est-ce que ça marche? C'est ça la question. Hein, et moi, je pense que les recherches, on ne peut pas continuer de faire. Bon, alors, on a ces problèmes avec les centres de soins, de moins en moins de temps. Donc, il faut quand même qu'on trouve quelque chose pour soulager une partie de la souffrance des gens. À l'hôpital psychiatrique, des durées qui sont de plus en plus courtes. Là c'est pareil. Voilà, donc on a inventé des dispositifs, les évaluer, inventer des dispositifs, les évaluer, les modifier, etc., introduire des tas de choses, comme de la. Alors, pour finir sur l'exemple que j'ai donné là, et puis je m'arrêterai derrière, c'est effectivement qu'on s'est aperçu qu'avec cette possibilité de prendre en compte que quelqu'un, enfin, avec des malades psychiatriques, prennent en compte leur douleur corporelle, que ça, avec les localisations, etc., et d'où ça vient, etc., et puis on en discute et tout, ça produisait quelque chose. Et alors là, on a suivi 13
13 patients, il y a eu des modifications spectaculaires sur 12 sur 13. Voilà.